Elle a chuchoté à mon fils. Ta mère coûte cher. Je me souviens du silence qui a suivi, plus violent que la phrase elle-même. Nous étions à la table de la salle à manger, un dimanche midi, comme autrefois. La nappe blanche, les verres à pied que j'avais offerts à leur mariage, les assiettes qu'elle disait, trop classiques, mais qu'elle acceptait de sortir quand je venais. Le rôti refroidissait. Une odeur de sauce au vin flottait encore dans l'air. On aurait pu croire à une scène de famille ordinaire. Pourtant, dans la manière dont elle remplissait les verres, dont elle claquait les couverts un peu trop fort contre les assiettes, je sentais déjà que ce repas-là n'aurait rien de banal. Je faisais semblant de ne rien voir. À mon âge, on devient experte dans l'art de détourner le regard pour sauver les apparences. Je parlais du marché, des fraises qui arrivaient tôt cette année, de la pluie qui avait abîmé les rosiers du voisin. Mon fils acquiesçait distraitement, le téléphone posé près de son assiette, écran noir mais présence insistante, comme une troisième personne à table. Elle, ma belle-fille, découpait la viande en morceaux parfaits, un sourire poli collé aux lèvres. Ce rictus qu'elle utilise quand il faut jouer à la famille idéale, c'est au moment du fromage que tout a basculé. Un détail insignifiant, comme souvent. Elle a sorti un petit plateau avec 3 fromages, du pain encore tiède, une confiture de figues dans un pot élégant. J'ai remarqué, sans le dire, qu'elle n'avait pas ouvert celui que je lui avais apporté de ma petite épicerie de quartier, trop sucré. Avait-elle soufflé à mon fils la dernière fois, croyant que je n'entendais pas? J'ai pris un morceau de comté, j'ai remercié, j'ai dit que tout était très bon. C'est ce qu'on fait quand on est mère. On félicite, on atténue, on absorbe. Il y a eu ce moment, ensuite, où mon fils s'est levé pour débarrasser quelques assiettes. Geste rare de sa part, qui m'a attendri. Il a attrapé le plat, les couverts, les verres presque vides. Il a demandé, d'un ton automatique, « Maman, tu veux encore un peu de pain ?» J'ai répondu non, en souriant. À ce moment précis, j'étais presque heureuse. Ça tient à peu de choses, le bonheur. À nos âges, un « maman » prononcé sans impatience, un regard qui ne traverse pas votre corps, comme si vous étiez transparente. Ils se sont éloignés tous les deux vers la cuisine. La porte n'était pas complètement fermée. Juste assez pour qu'ils pensent être seuls, juste assez entr'ouverte pour que les mots s'infiltrent comme un courant d'air froid dans ma poitrine. J'ai entendu le bruit de l'eau, les assiettes qu'on rince, la fourchette qui tombe dans l'évier, puis sa voix à elle, plus basse, plus tranchante, ce chuchotement qu'elle réserve aux phrases qui comptent vraiment. Tu te rends compte, quand même, ta mère coûte cher. Le temps s'est arrêté. Je l'ai presque vue, cette phrase, comme une flèche traverser la pièce. Il y a eu un petit silence. Juste après, un de ces silences lourds où l'on devine que l'autre hésite, cherche sa réponse, ou pire, ne trouve rien à dire. Mon fils n'a pas ri. C'est déjà ça. Il n'a pas protesté non plus. Entre l'aide à domicile, les médicaments, les allers-retours chez elle, les courses que tu lui payes. Tu as fait le calcul ? A-t-elle repris. Et elle ne se rend même pas compte de l'effort que ça représente. Elle marquait une pause entre chaque mot, comme si elle découpait son argumentation au couteau. J'ai entendu des assiettes qu'on posait un peu trop fort sur le plan de travail. J'ai attendu, presque naïvement, la voix de mon fils. Une seule phrase aurait suffi. C'est ma mère. Ou on ne parle pas comme ça. J'aurais pu m'accrocher à ces quelques mots pour le reste de ma vieillesse. Il a soufflé. Au lieu de ça, tu exagères un peu. Il ne disait pas non. Il ne disait pas oui. Il flottait, comme toujours, entre sa vie d'homme moderne et la corde invisible qui le reliait encore à moi, sa mère. Et moi, assise à la table du salon, les mains jointes sur mes genoux, j'étais suspendue à ce demi-soupir comme à un fil de funambule. Elle a ri doucement. Ce petit rire qui n'a rien d'amusé. Non, je n'exagère pas. Tu veux qu'on ouvre le tableau Excel ? On a tout noté, tu sais, la mutuelle, les impôts qu'on a avancés pour elle, les travaux qu'il faudra faire dans son appartement si elle y reste, ou dans la maison, si un jour, elle s'est interrompue. Le silence a été plus cruel que les mots. Si un jour, je savais très bien ce qui venait après ce « si un jour » je mourais, si un jour il héritait,
Si un jour ils pouvaient vendre, rénover, récupérer. Ma propre fin était déjà un projet financier dans leur tête. Enfin, tu vois, a-t-elle soupiré. À un moment donné, il va falloir être raisonnable. Raisonnable. Le mot a résonné dans ma poitrine, comme une condamnation. J'ai senti mon cœur battre plus vite, ma respiration se raccourcir. Je fixai la nappe devant moi, les petites taches de vin qu'on ne voyait presque pas, la miette de pain près de mon assiette. Mes mains tremblaient légèrement. Alors je les ai serrées plus fort, l'une dans l'autre, comme on se tient soi-même pour ne pas tomber. Je n'aurais pas dû entendre. À mon âge, on est censé être un peu sourde, un peu absente, un peu ailleurs. C'est ce qu'ils pensent. Tous. On laisse la télévision trop forte. On répète les questions. On parle du passé, parce que le présent nous échappe. C'est plus confortable pour eux de nous imaginer ainsi, fragiles, dépassés, inoffensives. Mais ce jour-là, j'entendais chaque syllabe. J'étais là, terriblement là. Je ne sais pas ce qui m'a fait le plus mal, sa phrase à elle. Ta mère coûte cher, ou le silence maladroit de mon fils. Sa manière de ne pas s'indigner, de ne pas se lever, de ne pas claquer la porte du lave-vaisselle en disant « On ne parle pas de ma mère comme d'un budget à optimiser ». Il n'a rien fait de tout ça. Il a soupiré. Un soupir qui, pour moi, a sonné comme un consentement. Je me suis revue, quelques années plus tôt, le prenant par la main devant l'école, lui glissant des pièces dans la poche pour s'acheter un pain au chocolat avec ses copains. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour on mettrait mon nom dans une colonne de dépenses. J'étais celle qui donnait, qui comptait pour que lui n'ait pas à le faire. J'avais été la femme qui se privait pour que son fils, lui, ne manque de rien. Et voilà que, devant l'évier de sa cuisine moderne, j'étais devenue un poste de cou. J'ai entendu l'eau se couper, puis leur pas revenir. J'ai lissé la nappe du bout des doigts, j'ai redressé mon dos, j'ai forcé un léger sourire sur mon visage. Quand ils sont revenus, je n'ai pas croisé le regard de ma belle-fille. Je n'en avais pas la force. Je me suis contentée de regarder mon fils. Il a posé devant moi un petit morceau de fromage et du pain, comme si de rien n'était. « Tu veux du café, maman ?» Sa voix était un peu trop douce. Il savait que j'avais entendu. Je l'ai vu dans la manière dont il évitait de poser vraiment ses yeux dans les miens. « Oui, volontiers », ai-je répondu calmement. Ma voix ne tremblait pas. C'est ce qui m'a étonnée. À l'intérieur, pourtant, quelque chose venait de se fissurer. Il y a des phrases qui ne se rattrapent pas, des chuchotements qui ouvrent des brèches irréversibles. Ce jour-là, alors que la machine à café ronronnait dans la cuisine et que ma belle-fille rangeait méthodiquement les assiettes, j'ai senti pour la première fois une idée étrange se lever en moi, une idée froide, patiente, qui ne ressemblait ni à de la colère, ni à du chagrin. C'était autre chose, comme si, après des années à fermer les yeux, je venais d'en ouvrir un seul Justin, mais suffisamment pour voir le monde tel qu'il était devenu. Un endroit où, même à ton propre fils, on peut dire que tu coûtes cher, comme on parle d'un abonnement inutile. Et ce jour-là, sans le dire encore à personne, j'ai compris que quelque chose en moi venait de changer. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un poids dans la poitrine, mais aussi avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. En refermant la porte de mon appartement, j'ai été saisie par ce silence familier, ce silence qui m'avait souvent tenu compagnie, mais qui, ce soir-là, avait une autre couleur. Il n'était ni doux ni apaisant. Il était interrogatif, presque accusateur, comme s'il me demandait « Comment en est-on arrivé là ?» J'ai posé mon manteau sur la chaise de l'entrée, la même où mon mari le laissait glisser autrefois, d'un geste impatient quand il revenait du travail. J'ai effleuré machinalement le tissu, comme on caresse un souvenir. Puis je me suis avancée dans le salon, et ce fut comme franchir un seuil invisible. Soudain, tout mon passé s'est remis à respirer autour de moi. La lumière du lampadaire, la table en bois que nous avions choisie ensemble un après-midi de juin, les livres rangés par ordre de hauteur, les vieilles photos dans leur cadre un peu oblique, tout me parlait. Tout me rappelait que j'avais eu une vie avant cette phrase terrible « Ta mère coûte cher ». Je me suis assise dans le vieux fauteuil bleu, celui qu'on avait acheté d'occasion pour 3 fois rien,
mais que j'avais toujours refusé de jeter malgré les accoudoirs usés. J'ai fermé les yeux, et les années se sont remises à défiler, comme si quelqu'un tournait doucement les pages d'un livre très ancien. Je revoyais mon mari, Paul, avec son rire grave, sa manière de poser sa main sur ma nuque quand il voulait que je me sente protégée. Je me revis à 25 ans, robe fleurie, cheveux attachés à la va-vite, tenant notre fils encore bébé dans mes bras. À l'époque, rien ne comptait plus que son souffle chaud contre ma peau. J'étais jeune, j'avais peur de mal faire, mais chaque sourire de lui dissipait mes angoisses. Je me souvenais aussi de ces nuits où je me levais 3, 4 fois pour vérifier qu'il respirait bien, pour remonter la couverture, pour effleurer son front. Paul dormait d'un sommeil lourd, et je n'avais jamais voulu le réveiller. Je préférais porter seule l'inquiétude. C'était, pensais-je, le rôle naturel d'une mère. La vie était simple. Un appartement trop petit, un compte en banque toujours limite, mais une complicité qui rendait tout plus léger. Je travaillais à la bibliothèque municipale, entourée de livres qui sentaient la poussière et le papier neuf. Paul, lui, était artisan menuisier, fier de travailler de ses mains. On n'avait pas grand-chose, mais on avait cette joie de jeunes parents qui s'inventent un monde à 3. Je revois encore un dimanche de printemps, l'un de ces dimanches que le temps ne réussit pas à effacer parce qu'ils contiennent tout le bonheur du monde. Paul avait installé une petite table dans notre minuscule jardin partagé. J'avais préparé un gâteau au yaourt. Notre fils avait 2 ans, il avait de la confiture jusqu'aux oreilles, et il riait si fort que les voisins avaient dû l'entendre. Paul m'avait pris la main et m'avait dit « On est peu, être pas riche, mais regarde comme on est heureux. » J'avais cru que ça durerait toujours. Puis, il y avait eu la maladie. D'abord insidieuse, presque discrète. Un simple essoufflement, des douleurs au dos, puis des examens, des soupirs du médecin, des mots que je ne savais pas encore redouter. Il faudra surveiller. Ce n'est pas alarmant, mais repassons dans 6 mois. Et 6 mois plus tard, tout avait basculé. Les années qui ont suivi ont été les plus dures de ma vie, mais aussi celles où j'ai découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas. J'avais soin de Paul comme d'un enfant. Je jonglais entre mon travail, l'hôpital, les papiers administratifs, les médicaments à trier, les repas à préparer. J'ai appris à reconnaître chaque respiration anormale, chaque frémissement de douleur. Je devenais une armure, une veilleuse, un pilier. Je n'avais plus de goût pour moi-même, mais j'en avais encore pour lui. Mon fils, lui, était adolescent à l'époque. Il vivait cela à distance, avec cette maladresse propre aux jeunes, qui ne savent pas encore mettre des mots sur la peine. Il m'aidait comme il pouvait, mais j'ai toujours évité de lui demander trop. Je voulais qu'il garde son innocence, sa jeunesse, sa désinvolture. C'était mon rôle de mère, de porter le fardeau, pas le sien. Quand Paul est parti, mon fils avait 10 à 7 ans. Il s'est effondré dans mes bras ce jour-là, et je l'ai tenu contre moi comme quand il n'était qu'un enfant. J'ai été à la fois mère et veuve dans la même seconde, une charge immense, mais que j'ai assumée sans jamais me plaindre. Les années suivantes furent celles du renoncement discret. J'ai quitté mon travail, trop fatiguée, puis j'ai limité mes dépenses, puis j'ai renoncé aux vacances, puis aux sorties, puis aux achats inutiles. Tout était calculé, chaque centime comptait, pour que mon fils ne manque jamais de rien. Je voulais qu'il fasse ses études, qu'il s'en sorte, qu'il devienne un homme solide, droit, heureux. Quand il a rencontré celle qui deviendrait ma belle-fille, j'étais pleine d'espoir. Elle semblait douce, aimable, brillante. Je me souviens d'un dîner où elle avait apporté un bouquet de roses blanches pour remercier la maman de celui qu'elle aimait. J'avais été touchée, naïvement. Je m'étais dit que la vie me donnait une seconde chance, une famille élargie, un foyer qui grandissait. Je m'étais trompée, mais à cette époque, je ne pouvais pas le deviner. J'étais encore la mère confiante, celle qui se réjouit de voir son fils voler de ses propres ailes, même si cela signifie rester seule dans un appartement trop grand. Je me reposais sur un principe très simple. L'amour donné revient toujours. Je croyais, sincèrement,
qu'un fils élevé dans la tendresse et le respect n'oublie pas sa mère. Je croyais qu'une belle fille, qui avait reçu la bienvenue dans ma maison, finirait par m'accorder une place douce dans sa vie. Je croyais cela. Avant que l'argent, les comptes, les calculs, les murmures et les priorités d'adulte ne viennent tordre ce lien que j'avais mis une vie entière à construire. Ce soir-là, dans mon fauteuil bleu, j'ai compris que la phrase que j'avais entendue n'était pas née par hasard. Elle venait de loin. Elle était le résultat d'années où j'avais peu, être trop donné, trop excusé, trop espéré, et sans le savoir encore. C'est là, dans cette seconde, où mon passé m'enveloppait, comme une vague, que j'ai commencé à me tenir debout autrement. Les jours qui ont suivi ce fameux déjeuner ont pris une couleur étrange. Rien n'avait changé en apparence, et pourtant tout était différent. Je me réveillais chaque matin, avec une sensation proche de celle qu'on éprouve après un mauvais rêve. On sait que quelque chose s'est brisé, mais on ne sait pas encore exactement où. Je me levais, j'ouvrais les volets, je préparais mon thé comme d'habitude, et la maison semblait me regarder avec un mélange de tendresse et de reproche, comme si elle savait, elle aussi, que quelque chose vacillait autour de moi. Les petites humiliations avaient commencé bien avant ce déjeuner, mais je ne les avais pas vraiment vues. Ou plutôt, je les avais vues, mais je ne les avais pas regardées. C'est seulement après cette phrase « Ta mère coûte cher » que tous ces gestes minuscules, ces remarques furtives, ces silences calculés sont revenus frapper à ma mémoire, comme une file de fantômes qu'on avait longtemps ignorés. Je repensais, par exemple, à ce jour où ma belle-fille avait proposé de faire du tri dans mes affaires pour m'aider. J'avais cru naïvement qu'elle parlait de quelques vêtements, d'un vieux manteau, que je ne mettais plus, mais son idée était tout autre. Elle avait ouvert mes armoires avec l'assurance de quelqu'un qui se sait chez elle, avait tiré mes tiroirs, posé mes chemisiers sur le lit, touché mes foulards en soie, comme on touche des objets anciens dont on veut estimer la valeur. « Ça, tu ne le portes plus, si ?» avait-elle dit d'un ton innocent. « Si, parfois. » avais-je répondu, un peu surprise. « Oh, vraiment ? Je te voyais plutôt dans quelque chose de plus simple, de plus adapté à ton âge. » Je n'avais rien dit. J'avais refermé mon silence comme on referme un manteau trop grand. Puis il y avait eu cette histoire de Clef. Un soir, elle m'avait raccompagnée chez moi, car mon fils travaillait tard. En arrivant devant la porte, elle avait attendu que je cherche mes clefs. J'avais mis un peu de temps, mes doigts tremblent parfois quand je suis fatiguée. Elle avait souri, un sourire trop tendre pour être sincère. « Ça devient difficile, hein ?» avait-elle murmuré. « Quoi donc ? » « Tout ça, vivre seule, gérer les courses, les papiers. Tu devrais être, envisager une solution plus pratique, pour toi et pour nous. » Le « pour nous » m'avait glacée. Je m'étais empressée de dire que tout allait bien, que je me débrouillais très bien, que j'avais juste passé une mauvaise nuit. Elle m'avait répondu par un soupir de pitié, un soupir qui sonnait déjà comme un verdict. Un autre jour, je me souviens que j'avais préparé un gâteau pour leur rendre visite. Une recette toute simple, mais que mon fils adorait quand il était enfant. Un marbré chocolat vanille. Je l'avais fait lentement, avec soin, en me demandant si cela lui ferait plaisir comme avant. Quand je l'ai posé dans leur cuisine, fière comme une petite fille, elle avait dit « Merci, c'est gentil, mais, tu sais, maintenant, on fait attention au sucre. » Elle n'avait même pas retiré le film plastique. Mon fils avait baissé les yeux, comme on baisse les yeux, devant quelque chose qu'on ne veut pas reconnaître. J'avais alors fait ce que font toutes les mères. J'avais trouvé une excuse pour eux. « Tu as raison, c'est vrai que c'est sucré. Je l'ai sans doute trop fait cuire, de toute façon. Je m'étais trahie moi-même pour éviter d'être une gêne. Et puis, il y avait eu cette fois où ils m'avaient invité à dîner chez des amis à eux. Une petite soirée, rien d'extravagant. J'y étais allée, contente de sortir un peu, de rencontrer du monde. Quand je suis arrivée, ma belle-fille avait dit, en plaisantant, « Attention, maman est un peu fragile. » Hein ? Il faudra lui répéter 2 fois les blagues. Tout le monde,
avait ri. Moi aussi, j'avais ri pour faire croire que cela ne me piquait pas. Mais à l'intérieur, j'avais senti une brèche s'élargir. Je repensais aussi à ce jour où elle avait proposé d'installer une application pour surveiller mes médicaments. Mais, quelques semaines plus tard, j'ai compris. C'était moins pour m'aider que pour me contrôler. Elle vérifiait, à distance, si je les prenais à l'heure, si j'oubliais une dose, si je sortais trop souvent, si je rentrais tard, quand elle me disait « Tu n'étais pas chez toi, hier, à 10 à 7 heures, tout va bien ?» Cela sonnait moins comme une inquiétude que comme un inventaire. Mais la scène la plus banale, et pourtant la plus révélatrice, restait sans doute celle-ci. Un après-midi, je m'étais rendue chez eux sans prévenir. J'avais sonné plusieurs fois, et quand elle avait ouvert, elle avait eu un petit mouvement de recul, imperceptible mais bien réel. Un geste de surprise, oui, mais surtout de dérangement, comme si ma présence était un grain de sable tombé dans la mécanique bien huilée de leur quotidien. « Oh, vous êtes là ?» avait-elle lâché, un peu trop sèchement. Je passais juste pour « la prochaine fois, prévenez ». On n'est jamais sûr d'être disponible. Disponible. Le mot sonnait comme une barrière. Ces petites choses, prises séparément, n'étaient rien. Juste des éclats de verre éparpillés. Mais une fois alignés, ils formaient une lame que je n'avais pas voulu voir, tant que mon cœur restait plein d'espoir. Ce n'est qu'après ce fameux déjeuner que je les ai compris pour ce qu'ils étaient réellement. Un apprentissage progressif de ma place, une place réduite, limitée. Peu à peu, ma belle-fille avait cherché à me ranger dans une case, celle des personnes qu'on garde à distance, qu'on gère, qu'on calcule, qu'on supporte parce qu'il le faut. Et mon fils ne voyait rien, ou plutôt, il ne voulait pas voir. Il glissait entre deux loyautés, préférant la paix à la justice, préférant fermer les yeux plutôt que d'admettre qu'il laissait faire. Je me souvenais d'un soir où je lui avais demandé, timidement, « Tout va bien entre nous ?» Il avait souri ce sourire rapide, fatigué, celui des adultes pressés. « Mais oui, maman. » « Ne te fais pas d'idées, ne te fais pas d'idées. C'est ainsi qu'on invalide les femmes de mon âge. On leur dit qu'elles exagèrent, qu'elles imaginent, qu'elles interprètent mal. » Pendant des années, j'avais cru ces phrases. Je m'étais dit que j'étais fragile, sensible, être un peu trop attentive à des nuances sans importance. Mais aujourd'hui, après avoir entendu ces mots terribles, « ta mère coûte cher », les petites humiliations n'étaient pas des accidents, c'étaient les pierres d'un chemin, un chemin que je n'avais pas vu se construire parce que j'étais trop occupée à aimer. La goutte d'eau est arrivée un matin où je ne m'y attendais absolument pas. Comme souvent, l'injustice se cache dans les gestes les plus ordinaires, dans les papiers administratifs qu'on signe sans méfiance, dans les décisions prises en silence par ceux à qui l'on a tout donné. Et ce matin-là, c'est un simple courrier, une enveloppe banale, glissée sous ma porte, qui a tout révélé. Je venais d'ouvrir les volets, éclairant la table en bois où je prenais toujours mon petit déjeuner. J'ai ramassé l'enveloppe, intriguée par le nom de l'expéditeur, Mutuelle Santé Provence. Une mutuelle à laquelle je n'avais jamais souscrit. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une publicité, mais en l'ouvrant, j'ai senti mon cœur se contracter. Confirmation de modification de contrat, responsable légal, Monsieur Adrien M. Adrien, mon fils. J'ai relu la ligne 3 fois. Mes mains tremblaient. Responsable légal, modification de contrat, je n'avais demandé aucune modification. Je n'avais jamais signé la moindre autorisation. Je me suis assise lentement, comme si mes jambes pouvaient se dérober. J'ai parcouru les pages, point par point. Augmentation de la cotisation. Ajout d'un accompagnant gestionnaire, c'était ainsi qu'ils appelaient cela, accompagnant gestionnaire, comme si j'étais une enfant ou une personne incapable de gérer mes propres choix. Et en bas de la page, un détail m'a presque coupé le souffle. Signature du souscripteur. Une signature, la mienne, ou plutôt une imitation grossière, maladroite,
mais suffisante pour tromper un employé de mutuelle. J'ai posé le document sur la table. Puis, je l'ai repris, incapable de lâcher cette feuille qui me brûlait les doigts. Pendant de longues minutes, je n'ai pas su quoi penser. J'ai d'abord cru à une erreur, un malentendu, une maladresse administrative. Mais la signature, elle, ne pouvait mentir. Quelqu'un avait signé à ma place. Quelqu'un avait utilisé mon nom. Quelqu'un avait décidé, pour moi, de ce que je devais payer, de qui devait gérer mes comptes, de ce que je coûtais. Le pire, c'est que je savais parfaitement qui. J'ai appelé la mutuelle. Une jeune femme au téléphone, polie mais pressée, m'a répondu en consultant mon dossier. Oui, madame, c'est bien votre fils qui a demandé la modification. Il nous a fourni les documents nécessaires. Quels documents? Ai-je murmuré. Eh bien, un justificatif de domicile, une copie de votre pièce d'identité et votre autorisation écrite. Mon autorisation écrite? Oui, datée du mois dernier. J'ai senti une chaleur froide remonter le long de mon dos. Du mois dernier, ce mois-là, je n'étais jamais allée à la mutuelle. Je n'avais rien signé, rien demandé. La jeune femme, sans le vouloir, a ajouté le coup de grâce. D'ailleurs, il nous a dit que vous aviez du mal à gérer certaines démarches, que vous étiez parfois un peu perdu. Un peu perdu. Je suis restée muette. C'est ainsi que commence la dépossession, par une phrase dite d'un ton doux, un peu perdu, comme si on vous décrivait avec tendresse, alors que c'est une condamnation. Je n'ai pas corrigé la jeune femme. J'ai raccroché avec politesse. Puis je suis restée assise, sans bouger, face à mes volets ouverts. Le soleil éclairait les dossiers posés sur la table. Tout cela témoignait d'une vieille femme qui gérait encore parfaitement sa vie. Mais aux yeux de ma belle-fille, j'étais déjà une charge, une erreur à corriger, un coût à optimiser. Et aux yeux de mon fils, j'étais devenue simplifiable. Il y a eu un moment très précis, je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier souffle, où quelque chose s'est fissuré en moi, mais d'une manière différente de d'habitude. Ce n'était pas la blessure habituelle, celle qui se referme en silence. C'était une fissure nette, tranchante, déterminée. Pas de larmes, pas de panique, pas de tremblement, juste une certitude froide. Ils avaient franchi une ligne. Ce n'était plus une question de petites humiliations. Ce n'était plus une absence de respect. Ce n'était plus une phrase malheureuse dans une cuisine. C'était un acte écrit, un acte signé, un acte qui portait mon nom, sans moi. Je savais, au fond de moi, que ma belle-fille était la main derrière cette décision. C'était son écriture, peut être, ou son initiative, ou son insistance. Elle avait dû convaincre mon fils, peu, être même lui présenter cela comme une aide, un soulagement, une gestion plus simple. Je les imaginais très bien, elle, argumentant avec passion, lui, acquiesçant par fatigue, par facilité, par amour ou par lâcheté. Mais ce n'est pas elle qui m'a fait le plus mal, c'est lui qui, des années auparavant, me tenait la main pour aller à l'école. Lui qui courait vers moi en criant « Maman », comme si j'étais le centre de son monde. Lui qui m'avait vu veiller son père pendant des nuits entières. Lui qui savait, ou aurait dû savoir tout ce que j'avais donné. Quelque chose, ce matin-là, s'est effondré. Mais autre chose, d'infiniment plus puissant, s'est réveillé. J'ai rangé l'enveloppe dans mon tiroir, calmement. Puis, j'ai sorti mon carnet noir, celui où je note les détails importants, les dates, les montants, les visages, les phrases qu'on ne doit jamais oublier. Et j'ai écrit, en haut de la page, 14 mars. Je ne le savais pas encore, mais ce jour-là, dans le silence de mon appartement, je venais de faire le premier pas vers ma propre justice. Une justice simple, lente, implacable. Cette nuit-là, après la découverte de la signature falsifiée, je n'ai presque pas dormi. Je me suis couchée tôt, comme d'habitude, mais mon esprit refusait de s'apaiser. Chaque fois que je fermais les yeux, les mots revenaient, insistants, cruels, comme un mécanisme qu'on ne peut plus arrêter. Ta mère coûte cher. Puis la phrase de la mutuelle. Votre fils nous a dit que vous étiez un peu perdu.
Enfin, cette fausse signature, maladroite, écrasée, comme si quelqu'un avait tenté d'imiter ma main, sans connaître mon écriture, sans connaître moi. Je suis restée dans le noir un long moment, le regard fixé au plafond. À mon âge, les insomnies ont un goût particulier. Ce n'est pas l'agitation de la jeunesse, ni les tourments passionnés. C'est un mélange de lucidité et de fatigue. On ne se bat plus contre le sommeil. On le contemple, on le supplie presque. Mais il ne vient pas. Alors on pense. Et la nuit devient un tribunal silencieux. Les premières heures ont été les plus douloureuses. Je revoyais mon fils enfant, sa petite main serrée autour de mes doigts, ses yeux confiants. Je me revoyais lui préparer son cartable, lui nouer son écharpe, l'embrasser sur le front avant qu'il ne rejoigne sa classe. Comment cet enfant-là avait-il pu devenir un homme capable de signer un document me retirant une part de ma liberté? Comment avait-il pu croire, ne serait-ce qu'une seconde, que j'étais perdue? Qui lui avait soufflé cela? Je le savais bien sûr. Mais c'était à lui de dire non, à lui de résister, à lui de me protéger, ou au moins de me respecter. Puis, un autre sentiment s'est installé, pas la colère, qui s'insinue d'abord timidement, avant de s'étendre comme de l'encre sur du papier. Je me suis dit, tu dois réfléchir, pas souffrir. Alors j'ai respiré lentement, et j'ai commencé à analyser, comme on démonte une montre pour en comprendre le mécanisme. J'ai revu les pages du dossier posées sur ma table, les dates, les montants, la signature imitée, le transfert automatique, les mentions légales. Je me suis forcée à tout revoir mentalement, sans laisser mes émotions brouiller les contours. C'était douloureux, oui, mais nécessaire. Dans ma vie, j'avais traversé des tempêtes plus dures encore, la maladie de Paul, les années de veuvage, les fins de mois difficiles. J'avais résisté à tout cela en serrant les dents. Cette fois, je ne voulais plus seulement résister. Je voulais comprendre. Vers 3 heures du matin, je me suis levée. Je n'en pouvais plus de rester allongée. Le parquet était froid. Mais cette froideur m'a réveillée comme un choc salutaire. Je suis allée dans la cuisine, j'ai fait chauffer de l'eau, et je me suis préparé une tisane verveine camomille, la tisane des nuits trop longues. J'ai allumé seulement la petite lampe du plan de travail. La lumière douce m'a enveloppée d'une manière presque maternelle, comme si la cuisine voulait me dire « Tu n'es pas brisée, tu réfléchis, c'est différent ». Je me suis assise, j'ai ouvert mon carnet noir et j'ai commencé à écrire, pas pour m'effondrer, pour structurer. Ils m'ont retiré ma signature. S'ils peuvent prendre ça, ils peuvent prendre d'autres choses. La phrase m'a glacée, parce que c'était vrai, je le savais. Les histoires de tutelle abusive commencent souvent ainsi, par des modifications administratives, pour aider, par de petites restrictions, pour le confort, par des signatures que l'on ne lit pas, par une personne qui prend trop de place dans la gestion d'une autre. Ma voisine, Madame Lefranc, en avait été victime. Sa propre fille lui avait fait signer des papiers qu'elle ne comprenait pas. Résultat, elle n'avait plus accès à ses comptes. Elle ne pouvait même plus s'acheter un croissant sans demander une autorisation. J'avais trouvé cela terrible à l'époque. Aujourd'hui, ces souvenirs prenaient un goût amer. J'ai senti une vague de panique me traverser, mais je l'ai contrôlée. Il n'y a rien de pire que la peur chez une femme âgée. Elle donne raison à ceux qui veulent vous diminuer. Alors, j'ai respiré, j'ai repris mon carnet, et j'ai continué à écrire, méthodiquement, comme si j'étais mon propre notaire. Quels signes ai-je ignorés? J'ai noté les dates, les phrases, les regards, les demandes étranges, tout ce qui jusqu'ici ressemblait à des détails anodins. Je réalisais que, mis bout à bout, il dessinait une trajectoire, celle d'une lente confiscation de mon autonomie. Que veulent-ils réellement? La réponse s'est imposée d'elle-même. Ma maison, mes économies, mon assurance vie, l'appartement que Paul m'avait laissé, ce que j'avais construit une vie entière pour transmettre dignement. Que dois-je faire maintenant? La question la plus importante, celle qui m'a tenue éveillée jusqu'à l'aube. J'ai réfléchi à mes options, parlé à mon fils. À quoi bon, s'il avait déjà accepté de signer?
Confronter ma belle-fille? Cela reviendrait à donner mes intentions trop tôt. Ignorer? Impossible. Le prochain document pourrait être pire. Alors une pensée s'est imposée, claire, nette, comme un coup près. Tu dois protéger ce qui est à toi. En silence. Je n'ai pas pleuré. Les larmes auraient brouillé ma lucidité. Je me suis levée. J'ai rangé mon carnet à sa place secrète dans la boîte en métal, où je conservais jadis les lettres de Paul. Puis, je suis retournée devant la fenêtre. Le jour se levait lentement, au-dessus des toits. Je me suis sentie vieille, oui, mais étrangement stable. On pense souvent que les femmes de mon âge sont fragiles, mais celles qui ont enterré un mari, élevé un enfant seul, traversé des deuils, géré des factures, protégé une maison, celles-là ne s'écroulent pas. Elles deviennent silencieuses. Et le silence, parfois, est une force. Ce matin-là, alors que la lumière devenait rose sur les immeubles, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginée possible quelques jours plus tôt. Je ne me battrai pas contre eux par les cris ou les reproches. Je me battrai par la loi, par la patience, par l'organisation, par l'intelligence, par la vérité, et je savais déjà, au fond de moi, que la première personne que je devais voir n'était ni mon fils, ni ma belle-fille. C'était un notaire, un vrai, un neutre, un qui écoute, un qui comprend, un qui protège. Ce matin-là, dans le silence de mon appartement, j'ai compris ceci. Ils avaient commencé une guerre que je n'avais jamais voulu, mais c'était moi qui allais la terminer. Le lendemain matin, j'ai pris une résolution que je n'avais jamais prise de toute ma vie. Agir pour moi-même, avant d'agir pour les autres. J'ai attendu que le soleil soit bien levé. J'ai pris une douche plus longue que d'habitude. Puis, j'ai choisi avec soin mes vêtements, un chemisier bleu pâle, un pantalon sombre et mon vieux manteau en laine que Paul aimait tant. Je voulais paraître sereine, digne, maîtresse de moi-même. On ne se présente pas chez un notaire en tremblant. On y va droite, lucide, prête. Je n'ai pas prévenu mon fils, ni ma belle-fille. Je n'ai laissé aucun signe, aucune trace. C'était ma nouvelle règle. Ne rien dévoiler, ne rien expliquer, ne rien demander. J'ai pris mon sac, mon portefeuille, et mon carnet noir soigneusement glissé dans la poche intérieure. Avant de fermer la porte, je me suis arrêtée un instant. La maison était silencieuse, presque solennelle, comme si elle m'encourageait à franchir ce pas. Je lui ai murmuré « Attends-moi, je te protège ». Puis je suis partie. J'ai pris le bus jusqu'au centre-ville. Mes mains tremblaient un peu, pas de peur, mais d'anticipation. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris de décision pour moi seule, longtemps que je ne m'étais pas battue. Le trajet m'a paru étrangement court. Les rues défilaient, les vitrines s'illuminaient, les passants marchaient vite, comme s'ils ne savaient pas que dans un petit bus banal, une femme âgée s'apprêtait à reprendre le contrôle de sa vie. Le cabinet du notaire se trouvait dans un immeuble ancien, façade beige, volets verts, plaque discrète. J'avais entendu parler de lui par une amie du quartier, un homme patient, rigoureux, qui parlait aux personnes âgées comme à des égales, pas comme à des enfants. En poussant la porte vitrée, j'ai senti une étrange chaleur m'envahir, une lumière douce, une odeur de bois ciré, des dossiers bien rangés, rien de menaçant, un endroit où la vérité a un poids. La secrétaire m'a accueillie avec un sourire sincère. « Bonjour, madame. Vous avez rendez-vous ?»« Non. Mais c'est important. Très important. » Elle m'a observé une seconde, puis a hoché la tête. « Je vais voir ce que je peux faire. » Quelques minutes plus tard, elle m'a conduite dans le bureau. Et là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti mes épaules se relâcher. Le notaire était un homme dans la soixantaine, au regard clair, aux gestes posés. Il s'est levé pour me saluer. « Bonjour, madame. »« Martin. »« Jeanne Martin. »« Enchantée. »« Madame Martin. »« Que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assise, j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti l'enveloppe de la mutuelle. Je crois que quelqu'un a signé à ma place. Toujours cette phrase. Terrible, lourde, irréversible. Il a lu les documents attentivement, minutieusement, puis il a repoussé ses lunettes sur son nez. Oui. Hans.
La signature n'est pas authentique. Et cette démarche aurait exigé votre présence. Ils ne m'ont jamais demandé mon avis, ai-je murmuré. Qui sont-ils? Je l'ai regardé dans les yeux. Mon fils et ma belle-fille. Il n'a ni jugé, ni soupiré, ni haussé un sourcil. Il a simplement hoché la tête, comme quelqu'un habitué à entendre des vérités que les familles préfèrent cacher. Vous souhaitez reprendre le contrôle de vos dossiers? Oui. Protéger vos biens? Oui. Préserver votre autonomie? Plus que tout. Il a souri, un sourire discret mais vrai. Alors, Madame Martin, nous allons agir. Il a sorti une feuille blanche. D'abord, nous allons faire une révocation immédiate de toutes les procurations qui pourraient exister en votre nom, même celles que vous avez peu, être oubliées. Cela coupe court à toute manipulation. J'ai noté dans mon carnet. Révoquer procuration. Ensuite, nous allons officialiser une déclaration d'autonomie et de capacité, signée par moi, notaire. Cela empêchera toute tentative de tutelle non justifiée. Déclaration capacité. Puis, nous examinerons votre patrimoine. Oui, de mon appartement et d'une petite maison familiale dans le Var. Très bien. Nous pouvons mettre en place des protections, des clauses, des conditions de transmission. Je veux que rien ne leur revienne s'ils continuent à agir dans mon dos. Il hocha la tête sans hésiter. C'est votre droit absolu. Et je suis là pour garantir ce droit. Nous avons parlé longtemps. Il m'a posé des questions précises. Date, nom, document, comportement, je répondais calmement, point par point, comme si je déroulais un fil qui, jusqu'ici, s'était emmêlé. Je sentais en moi une force nouvelle. J'avais l'impression de redevenir la femme qui avait géré la maladie de Paul, la femme qui avait élevé son fils, la femme qui avait tenu debout quand la vie s'effondrait. Ce n'est que lorsqu'il m'a demandé « Avez-vous un héritier de confiance ?» que ma voix s'est brisée. Je n'en suis plus certaine. Il a posé son stylo. Vous avez le droit de réfléchir. Rien n'est urgent aujourd'hui. L'urgence, c'est de vous protéger. Et cela, nous allons le faire ensemble. En quittant son bureau, j'avais dans mon sac plusieurs documents provisoires, des copies, des démarches en cours. Mais ce n'était pas cela qui me donnait l'impression de marcher un peu plus droite. C'était autre chose. Une sensation que je n'avais plus ressentie depuis des années. La maîtrise. Je n'avais rien dit à mon fils, ni à ma belle-fille. Mon visage restait le même, mes gestes les mêmes. Mais à l'intérieur, un mur venait de se construire. Un mur plus solide que toutes leurs manœuvres. Dans le bus du retour, j'ai regardé les passants, les rues et les arbres. Tout semblait avoir une lumière nouvelle. Pas plus douce, pas plus joyeuse, juste plus vraie. J'ai compris alors quelque chose d'essentiel. Je n'étais plus en train de subir, j'étais en train d'agir. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit que, peut-être, ma vie m'appartenait encore. Je n'avais rien dit à personne. Ni à mon fils, ni à ma belle-fille. Pendant plusieurs jours, j'ai vécu comme une comédienne dont le rôle principal était moi-même, une mère docile, un peu fatiguée, reconnaissante de la moindre attention. Je faisais exprès de répondre doucement, de sourire, de ne jamais contredire. Je laissais ma voix trembler légèrement lorsque je disais « Merci, mon chéri » ou « Je suis bien contente que tu m'aides ». Je jouais si bien qu'ils n'ont rien vu venir, car la vérité, c'est que le silence est une arme. Une arme qu'on polite jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne parfaitement tranchante. Pendant ce temps, Maître Pélissier avançait vite, très vite. Il avait révoqué toutes les procurations, officialisé ma déclaration de pleine capacité, lancé les démarches nécessaires pour rectifier les documents falsifiés. Puis il m'avait proposé une idée à laquelle je n'aurais jamais pensé seule. Madame Martin, si vous le souhaitez, nous pouvons également préparer une modification testamentaire provisoire, extrêmement discrète, qui vous permettrait de protéger vos biens tant que la situation familiale reste instable. Cela reste entièrement réversible. Cela veut dire que mon fils ne serait plus héritier? Pas nécessairement. Mais il ne pourrait plus disposer, ni espérer disposer, de quoi que ce soit,
sans votre accord explicite. J'avais hésité une seconde seulement, puis j'avais signé, et à partir de ce moment-là, le jour de la confrontation finale n'a pas été choisi par moi. Il s'est imposé de lui-même, comme une scène qui attend depuis longtemps son heure. Maman, on pourrait passer te voir ce week-end. On a des choses à clarifier. Des choses à clarifier. Le ton suffirait à faire trembler une femme moins préparée. Moi, j'ai souri. Mon piège était prêt. Bien sûr, mon chéri, ai-je répondu. Venez quand vous voulez. J'ai raccroché calmement, puis j'ai pris une grande respiration. Ce serait ce dimanche. Ce serait ici, chez moi. Ce serait face à eux. Et pour la première fois, ce serait moi qui tiendrais les cartes. Ils sont arrivés à 15 heures précises. Ma belle-fille avait ce sourire tendu que je connaissais bien, celui qu'elle arbore quand elle s'apprête à imposer quelque chose. Mon fils semblait nerveux. Il jetait des regards autour de lui, comme s'il cherchait le moment idéal pour me donner une leçon. Après quelques banalités forcées, elle a lancé, les mains croisées sur ses genoux. « Jeanne, on doit parler de ta situation. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai bu une gorgée de tisane. Je les ai regardés, l'un après l'autre, sans un mot. Ce silence les a légèrement déstabilisés. Ma belle-fille s'est éclaircie la gorge. On pense qu'il serait raisonnable que tu nous laisses gérer un peu plus de choses. Tu sais, les papiers, la mutuelle, les dépenses. J'ai posé ma tasse. Elle croyait encore tenir le manche. Elle ignorait que le manche n'existait plus. Vous avez déjà tout géré sans moi, ai-je dit doucement. Mon fils a sursauté. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-la parler, a murmuré sa femme. Alors j'ai sorti l'enveloppe de la mutuelle. Lentement, je l'ai posée sur la table. Vous reconnaissez ce document? Ai-je demandé calmement. Son visage a pâli. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Maman, tu l'as reçu? Oui. Et je suis allée voir un notaire. La panique a traversé les yeux de ma belle-fille. Un notaire? Je l'ai regardé fixement. Oui. Un notaire qui m'a confirmé que la signature n'est pas la mienne et que quelqu'un a fourni des documents à ma place. Mon fils bafouillait. Écoute, maman, on voulait juste t'aider, en me faisant passer pour incapable. Non, c'est juste que certaines démarches deviennent compliquées pour toi. On voulait simplifier, n'est-ce pas? Ce mot, simplifier, le verbe préféré des gens qui veulent prendre votre vie en main sans vous le dire. Je me suis levée. Mes mains ne tremblaient pas, ma voix non plus. Je vais vous dire la vérité. J'ai révoqué toutes les procurations. J'ai fait certifier ma pleine capacité. Et j'ai pris des dispositions testamentaires, provisoires. Ma belle-fille a blêmi. Quoi? Oui. Vous ne pouvez plus rien signer en mon nom, rien demander, rien modifier, ni maintenant, ni plus tard. Elle a perdu son sourire. Jeanne, tu ne peux pas nous faire ça. Je l'ai déjà fait. Mon fils s'est levé brusquement. Maman, tu aurais pu nous en parler, comme vous m'en avez parlé, vous, quand vous avez signé à ma place. Il s'est arrêté net. Ses épaules sont tombées. Son visage s'est effondré. C'est à ce moment précis qu'il a compris. Trop tard. Ma belle-fille, elle, s'est mise en colère. Tu dramatises. On voulait juste t'aider. Parce que... Je coûte cher? Ai-je murmuré. La phrase a claqué dans l'air comme un fouet. Elle s'est figée. Mon fils s'est couvert le visage de ses mains. Alors j'ai dit, lentement, je ne suis pas une dépense. Je ne suis pas un abonnement. Je ne suis pas un poste de coût. Je suis votre mère. Et je ne vous laisserai jamais me déposséder de ce que j'ai construit. Il ne parlait plus. Il respirait à peine. À partir de maintenant, ai-je ajouté, je gérerai ma vie seule. Et si vous tentez encore une seule démarche sans moi, ce sera la justice qui vous répondra. Je n'ai pas crié, je n'ai pas tremblé, je n'ai pas pleuré, je me suis simplement tue. Un silence souverain, un silence qui disait tout. Ils ont quitté mon appartement sans se retourner. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie debout, légère, libre. Le piège s'était refermé. Sur eux, pas sur moi. Après leur départ, j'ai refermé la porte très doucement, presque délicatement,
comme si j'avais peur que le bruit ne fasse s'effondrer quelque chose qui tenait encore debout par miracle. Puis j'ai appuyé mon dos contre le bois, et j'ai laissé retomber mes épaules. Pas par fatigue, par relâchement. J'avais tenu, j'avais résisté, j'avais dit ce que je devais dire, mais je savais, au plus profond de moi, que les jours à venir seraient lourds, chargés, mouvementés. Une famille ne s'effondre jamais dans un seul cri. Elle se défait en morceaux, un éclat à la fois. Et les éclats ont commencé à voler, dès le lendemain. Le premier signe a été un silence étrange. Pas celui que l'on choisit, celui que l'on vous inflige. Pendant 2 jours, mon téléphone n'a pas sonné. Aucun message, aucun appel, ni un « ça va ?» ni un « on en reparle ». Rien. Un vide froid, organisé, presque calculé. Je savais que ce n'était pas mon fils qui avait pris cette décision. Je reconnaissais la mécanique. Ma belle-fille pilotait, lui suivait, et j'imaginais très bien la scène chez eux, elle répétant « Ta mère exagère, c'est de la paranoïa », lui hochant la tête, trop honteux pour s'opposer, trop perdu pour comprendre. Mais ce silence, étrangement, ne m'a pas détruite. Il m'a éclairée, car un silence comme celui-là ne vient pas de l'amour blessé. Il vient de la peur de ce que j'avais fait, la peur de ce qu'ils avaient perdu, la peur de ce qui pourrait encore leur échapper. Le 3e jour, le chaos a commencé à se réveiller. D'abord, un appel manqué de mon fils, puis un deuxième, puis un long message vocal où il tentait d'avoir l'air calme, mais où sa voix tremblait légèrement. « Maman, il faut qu'on parle. Tu n'aurais pas dû faire tout ça. Tu sais, les décisions que tu as prises, ça a des conséquences. Pour nous, pour l'avenir, pour... Enfin, rappelle-moi, s'il te plaît. » Je n'ai pas rappelé, pas par vengeance, par nécessité. J'avais compris une chose essentielle. Si je répondais trop tôt, je serais faible. Je serais celle qu'ils ont toujours connue, celle qui s'excuse, celle qui minimise, celle qui pardonne sans qu'on lui demande pardon. J'ai donc laissé le silence travailler pour moi. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un autre numéro. Une voix sèche, tranchante, trop rapide pour être naturelle. « Jeanne ?» C'est Léa, ma belle-fille. Elle n'appelait jamais depuis son téléphone. Jamais. Mais là, elle appelait. « Tu peux arrêter ton petit jeu ?» Je suis restée silencieuse. « Tu n'as aucune raison de te comporter comme ça. Aucune. On a toujours été là pour toi. Toujours. Et toi, tu nous déshérites? Tu nous menaces? Avec un notaire ?» J'ai inspiré tranquillement. Je n'ai menacé personne. J'ai protégé ce qui m'appartient. Mais enfin, tu crois quoi? Qu'on voulait te nuire. Vous avez signé à ma place. Silence. Puis, c'était pour simplifier. Pour simplifier ta vie. Peut être, pas la mienne. Elle a soupiré bruyamment. Tu vas le regretter. Cette phrase, celle-là, je la connaissais bien. Elle ne venait pas de la colère. Elle venait de la perte de contrôle. J'ai répondu calmement. Peut être, ou peut être pas. Mais désormais, c'est moi qui choisis. Et j'ai raccroché. Les jours suivants, l'effondrement s'est accéléré. Je l'ai senti, même sans être présente dans leur maison. Mon fils m'a laissé plusieurs messages courts, de plus en plus confus. Sa voix semblait fatiguée, irritée, désorientée. « Maman, ce n'est pas toi? Tout ça, on aurait pu en discuter. Pourquoi tu fais ça? Tu nous mets dans une situation difficile. Je suis ton fils, quand même. » À chaque appel, je le reconnaissais un peu moins. Ce n'était plus mon fils de jadis, celui qui m'embrassait en me disant « Maman, j'ai eu 20 sur 20 » ou celui qui se réfugiait contre moi après un cauchemar. Non, là, j'entendais un homme inquiet pour son confort, pour ses plans, pour sa sécurité financière. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il avait peur de perdre ce qu'il croyait déjà acquis. Et ce renversement, ce dévoilement, était plus cruel qu'un cri. Ce fut une voisine, une amie du quartier, qui m'apporta la nouvelle la plus révélatrice. « Tu sais qu'ils se disputent beaucoup en ce moment ?» Mathé
elle chuchotait un matin. On les entend depuis le palier, quand ils viennent te voir, ou quand ils repartent. Je n'ai rien dit. On raconte qu'il se renvoie la faute. Qu'elle dit que c'est à cause de lui que tout a foiré, et lui dit que c'est elle qui l'a poussé à faire n'importe quoi. J'ai baissé les yeux. C'était exactement ce que j'avais pressenti. Leur alliance, cette alliance qui avait failli m'écraser, commençait à se fissurer. Sans ma présence, sans mon intervention, sans un mot de moi, la vérité faisait son œuvre. La vérité et la peur. Un soir, alors que je lisais dans mon salon, mon fils a soudain frappé à ma porte. Pas doucement, pas timidement. Des coups rapides, précipités, presque affolés. Quand j'ai ouvert, il avait les yeux rouges, le visage tendu. « Maman, on peut parler ?» J'ai reculé d'un pas. « Pas ce soir, s'il te plaît. » Elle dit que c'est moi qui ai tout gâché, que c'est de ma faute si tu as changé ton testament. Il respirait par saccades. Je ne sais plus quoi faire. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Ce n'est pas mon rôle de réparer votre couple, ni de porter vos erreurs. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois, comme si la femme devant lui n'était plus la mère docile, ni la mère qui excuse, comme s'il comprenait trop tard que j'avais changé de terrain, et qu'il ne savait plus marcher sur celui-là. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai simplement refermée, lentement. De l'autre côté, j'ai entendu un souffle de défaite. Les semaines suivantes ont été étrangement calmes. Un calme qui n'avait rien de paisible, un calme de ruine. On apprend vite à reconnaître cela. Quand les cris s'arrêtent, c'est que les fissures sont trop profondes. Quand les appels se raréfient, c'est que l'orgueil et la peur étouffent tout. Moi, j'avançais. Je respirais mieux. Je dormais un peu plus. Je rangeais ma vie avec une précision nouvelle, comme si j'étais en train de déplacer mes fondations vers un endroit plus solide, et pendant que ma famille se déchirait, je me tenais loin. Loin du tumulte, loin des reproches, loin des manipulations. Je regardais tout cela comme on regarde une maison qui brûle, depuis la colline opposée, avec douleur, oui, avec lucidité, surtout, mais sans culpabilité, car je n'avais rien détruit, j'avais seulement retiré ma présence, et leur monde s'était effondré par lui-même. Et au milieu de ce chaos, une certitude grandissait en moi. Il était temps, bientôt, de partir vers autre chose. Une vie nouvelle, un endroit où l'on ne calcule pas le prix d'une mère. J'ai commencé à réfléchir à une nouvelle vie sans vraiment m'en rendre compte. Cela s'est glissé en moi comme une brise légère, discrète, presque timide. Je n'ai pas décidé de partir d'un seul coup. Ce n'était pas une fuite ni une rupture, c'était une respiration que je n'avais pas eue depuis des années. Peut-être des décennies. Tout a commencé un matin, en ouvrant mes volets. Le soleil se levait sur les toits, doucement, avec cette lumière douce et tiède qui n'appartient qu'au sud. L'air sentait un peu le pain grillé de la boulangerie du coin, et j'ai ressenti un élan que je n'avais pas senti depuis longtemps. Une idée simple, presque enfantine. Et si tu pouvais recommencer, juste un peu. J'ai pris mon sac, et je suis allée marcher le long du quai, là où les vieux bancs de bois donnent sur la rivière. L'eau coulait doucement, emportant les feuilles mortes, comme des secrets trop lourds. Je me suis assise, j'ai inspiré profondément, puis j'ai commencé à regarder ma vie autrement. Pas en victime, pas en mère blessée, pas en femme trahie, mais en femme vivante. C'est là que j'ai pris ma première décision. Je partirai un temps, pas loin, pas pour toujours. Le Var m'est revenu en mémoire immédiatement cette petite maison de famille, presque oubliée, où Paul et moi passions parfois des week-ends il y a longtemps. Une maison modeste, au toit de tuiles rouges, entourée de lavandes sauvages. Je ne l'avais pas vue depuis des années, mais elle restait là, dans un coin de ma mémoire, comme un refuge intact. Le lendemain, j'ai fait ma valise. Une valise simple. Quelques vêtements, mon carnet noir, un livre, et la vieille écharpe de Paul. J'ai fermé la porte de mon appartement, sans regret. J'avais l'impression de laisser derrière moi une version de moi-même devenue trop lourde, trop docile, trop blessée. Je ne savais pas ce que je retrouverais là-bas,
Mais je savais ce que je voulais laisser ici. La peur, la culpabilité, les murmures, les calculs. Le train traversait des paysages qui semblaient se déplier comme un long tableau. Champs d'oliviers, collines sèches, vieilles maisons en pierre. Je regardais tout cela, sans penser au passé, sans penser à eux. Je pensais à moi. C'était étrange, définitivement nouveau. Quand je suis arrivée devant la petite maison, un frisson m'a parcouru. Elle n'avait pas changé. Ou peu. Être que si, un peu. La peinture des volets était écaillée, le jardin envahi par les herbes folles. Mais la structure, elle, tenait bon, comme moi, un peu weathered, mais debout. J'ai ouvert les volets, j'ai secoué la poussière, j'ai laissé la lumière entrer, j'ai retrouvé un vieux drap, un bol, une cafetière qui avait besoin d'être rincée, un fauteuil en osier, au dossier un peu tordu. Et pourtant, en regardant cette pièce simple et presque vide, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis très longtemps, la paix. Les jours qui ont suivi ont été les plus doux de mon existence depuis la mort de Paul. Je me levais tôt, je préparais mon café en regardant le soleil se poser sur les collines, je marchais sur les sentiers bordés de romarin et de thym. Je lisais à l'ombre d'un figuier, je notais mes pensées dans mon carnet noir, mais cette fois miracle, les pages n'étaient plus remplies de peur ou d'humiliation, elles respiraient. J'ai rencontré les voisins. Une femme de mon âge, Monique, qui venait arroser ses plantes et qui m'a offert un panier de citrons. Un vieux monsieur qui promenait son chien et qui m'a demandé si j'étais de retour pour de bon. Une jeune serveuse du café du village qui m'a dit « Vous avez une lumière douce dans les yeux, madame ». Je crois que c'est ce jour-là que j'ai compris que la vie ne m'avait pas quittée. Pas encore. Pendant ce temps, mon téléphone restait silencieux. Ou presque. Je recevais parfois des messages de mon fils. Des phrases courtes, maladroites, hésitantes. « Où es-tu ? Tu vas bien ? J'aimerais te voir. » Je répondais simplement « Je vais bien. Je me repose. » Il insistait parfois, puis se taisait. Il ne savait pas comment faire. Et moi, je ne savais pas encore si j'étais prête à revenir. Le temps était nécessaire. Pour lui, pour moi. Les soirs, je faisais souvent une promenade jusqu'au bord de la petite falaise où l'on peut voir la mer scintiller, même de loin. Je restais sur un banc, à regarder le vent jouer avec les touffes de lavande. Et chaque soir, je me posais la même question. Peut-on recommencer à tout âge ? Et chaque soir, la réponse se dessinait un peu plus clairement. Oui, pas en devenant autre chose, mais en redevenant enfin soi-même. Un matin, alors que j'étais assise à la table de la cuisine, un rayon de soleil est tombé sur mon carnet noir. Je l'ai ouvert, non plus pour noter la douleur, mais pour noter les choix qui s'offraient à moi. Des choix simples, humains, doux. Repeindre les volets, planter du basilic, refaire la toiture, inviter Monique à prendre un thé, marcher plus loin sur le sentier de la colline. J'ai compris alors que ma vie ne m'avait pas échappé. Elle avait simplement été étouffée sous des couches de peur et de dépendance. Et que maintenant, enfin, elle respirait au grand jour. Je n'étais pas jeune. Je n'étais plus mère d'un petit garçon. Je n'étais plus l'épouse aimante de Paul. Je n'étais plus la femme docile qu'ils avaient voulu façonner. J'étais autre chose. J'étais une femme libre, libre de mes gestes, de mes biens, de mes silences, libre de choisir qui avait encore sa place dans ma vie. Et dans ce calme, dans cette lumière nouvelle, je me suis fait une promesse. Si un jour mon fils revient vers moi, vraiment pas pour un héritage, pas pour un calcul, mais avec un cœur sincère, je saurai l'accueillir. Mais s'il ne revient pas, je saurai continuer ma route, sans trembler, sans regret, parce qu'au bord de cette colline parfumée de lavande, entourée du silence doux de ma maison retrouvée, j'ai compris ceci: il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Je me souviens du matin où tout s'est éclairci, comme si la lumière avait enfin traversé une brume trop ancienne. J'étais assise sur la petite terrasse de la maison du Var, celle que Paul et moi avions choisie il y a si longtemps, quand la vie était encore simple, quand l'avenir nous appartenait. Le soleil se levait lentement derrière les collines, étirant des ombres bleutées sur les pierres chaudes. L'air sentait le romarin et la mer lointaine,
Je buvais mon café, les mains autour de la tasse, et quelque chose en moi, très doucement, s'est posé. C'était un sentiment d'apaisement, pas total, pas parfait, mais réel. Je regardais les volets que j'avais repeints la veille d'un vert tendre, celui que Paul aimait tant, et j'ai senti une vague de fierté tranquille. Cette maison était à moi. Ce silence était à moi. Ma respiration était la mienne. Enfin, libérée du poids des voix qui m'avaient trop longtemps diminué. Je n'étais pas venue ici pour fuir. Je l'ai compris à cet instant. J'étais venue ici pour renaître. Le téléphone vibra dans ma poche. Une vibration unique. Un seul message. Je l'ai senti avant même de regarder l'écran. Ce n'était pas elle. C'était lui. Maman. J'aimerais venir te voir. Pas pour parler de papier. Pas pour l'argent. Pour toi. Si tu veux bien. Je suis restée immobile pendant un long moment. Sans cette gêne qui brouillait sa voix depuis des mois. Ils avaient la couleur du vrai. Mais la vérité parfois demande du temps avant de redevenir possible. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'ai pas tourné la tête de l'autre côté non plus. J'ai laissé le message occuper l'air, sans l'alourdir. J'ai senti, sous les mots maladroits, quelque chose d'encore fragile. Un début. Peu. Être pas un pardon. Pas encore. Mais un pas. Un premier pas vers quelque chose qui pourrait ressembler, un jour, à la tendresse retrouvée. Je lui ai écrit uniquement « Je suis ici. Tu peux venir quand tu seras prêt. » Et j'ai posé mon téléphone, sans trembler. Les jours suivants ont été calmes. J'ai continué à marcher le matin sur les chemins bordés de thym, à boire mon café au soleil, à laisser la maison reprendre vie autour de moi. J'y ai remis des fleurs. J'ai lavé les vieux draps. J'ai réparé une lampe qui clignotait. Des gestes simples, des gestes d'avenir. Je pensais parfois à mon fils, à ce qu'il avait traversé, à ce qu'il avait laissé faire, à la lutte qui avait éclaté entre eux après mon départ. Je ne voulais pas me réjouir de leur dispute. Aucun cœur de mère ne se réjouit de cela. Mais je savais désormais que la vérité, lorsqu'elle éclate, ne détruit que les choses fragiles, jamais les choses solides. Et ce que j'avais reconstruit ici, pierre après pierre, silence après silence, était solide. Un soir, alors que je regardais la nuit tomber sur les collines, j'ai compris que je n'étais plus dans l'attente. Je n'attendais plus qu'il change. Je n'attendais plus qu'elle s'excuse. Je n'attendais plus qu'on me reconnaisse, qu'on me remercie, qu'on me comprenne. J'étais sortie de ce cycle invisible, où l'on donne jusqu'à disparaître. Je n'étais plus une mère qui tend les bras dans le vide. J'étais une femme qui se tient debout, dans sa lumière retrouvée. Et si mon fils revenait, il me trouverait différente. Non pas dure, mais immobile dans ma dignité, comme un arbre qui a enfin trouvé ses racines. Un matin, alors que j'arrosais les plants de basilic, j'ai entendu des pas dans l'allée. Lents, hésitants. Puis j'ai reconnu sa silhouette. Mon fils, il tenait un bouquet maladroit de fleurs jaunes, celles qui poussent au bord des chemins, pas celles qu'on achète, celles qu'on cueille. Quand il s'est approché, j'ai vu ses yeux rougis. Il a murmuré seulement « Maman, je suis désolée. » Je n'ai rien répondu. Pas tout de suite. Je l'ai laissé parler. Il a parlé longtemps. De ses peurs, de sa fatigue, de son manque de courage, de son aveuglement. Il avait l'air jeune, soudain, terriblement jeune, comme s'il redevenait enfin le garçon que j'avais élevé, débarrassé des influences, des calculs, des pressions. Je l'ai écouté sans colère, sans larmes, avec cette douceur nouvelle que la vie m'avait offerte en me ramenant ici. Quand il a terminé, je lui ai simplement dit « Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je peux continuer, avec toi. » Il a hoché la tête, les lèvres tremblantes. « Je le veux, et pour la première fois depuis des mois, je l'ai serré contre moi. Non pas comme une mère fragile, non pas comme une femme effacée, mais comme quelqu'un qui se tient droite et qui choisit de tendre la main sans se renier. Ce soir-là, après son départ, je suis restée longtemps dehors, à regarder les étoiles. Je pensais à ce chemin parcouru, à cette lente reconquête de moi-même, à cette justice silencieuse qui avait fait tomber les masques sans que je n'aie besoin de hurler. Les femmes de mon âge ne font pas de scandale. Elles tracent des lignes, elles récupèrent ce qu'elles ont donné.
elles se redressent, elles renaissent, et dans le calme profond de la nuit provençale, j'ai murmuré pour moi seule pour cette femme que j'étais redevenue, pour celle qui ne tremblait plus, pour celle qui avait enfin compris que la dignité n'a pas d'âge. Le silence peut aussi être une forme de justice.